Bien, merci à Pierre Portevin d'être venu de Belgique pour nous parler de son livre. Mon meilleur ami, 3 petits points, c'est moi, sous-titré Éloge et mode d'emploi de l'amitié avec soi-même, donc qui est paru chez Erol il y a un peu plus d'un an, enfin en avril 2017 je crois. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. J'ai envie de dire que le titre de votre livre ou l'origine de votre livre part d'un constat qui est qu'on est probablement la personne la moins bienveillante envers nous-mêmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Je vais vous l'expliquer en 2 phases. Première phase, c'est à travers mon passé dans le monde de l'entreprise, où j'ai cherché pendant pas mal de temps à faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble de manière plus intelligente que ce que l'on fait spontanément. Parce que souvent, dans des groupes de travail, il y a quand même des conflits qui naissent. Et je me suis rendu compte à mes dépens que la manière que j'avais de traiter les autres, qui manquait de bienveillance, provenait en fait du fait que j'étais extrêmement dur avec moi-même. Je me critiquais beaucoup. Et je me suis rendu compte aussi à travers des expériences personnelles et du coaching et de la thérapie que j'avais une possibilité de transformer cette manière de me traiter en m'appuyant sur cette notion de l'amitié qui m'est relativement chère. Et notamment, c'est des exercices que l'on fait dans la 3e voie des thérapies cognitives et comportementales avec une technique dite de la chaise vide, où une personne qui vit une difficulté imagine qu'elle n'est plus elle-même, qu'elle est un de ses meilleurs amis, et pense à la place de cet ami par rapport à ses problèmes à elle. Et quand on fait ça, en changeant simplement de posture, on trouve des solutions pour soi-même qu'on n'imaginait même pas avant. Et voilà, j'ai fait une série de découvertes comme ça qui m'ont amené à considérer la valeur ajoutée de cette amitié avec soi-même pour sa propre vie, et de voir aussi que quand j'apprends à me traiter avec une profonde bienveillance, et on en reparlera sûrement, eh bien, je suis nettement plus en mesure d'accepter les autres tels qu'ils sont, ce qui ne veut pas dire avec complaisance, ce qui ne veut pas dire sans critiquer les choses qui sont faites, le travail ou quoi que ce soit, mais en acceptant les personnes telles qu'elles sont et en les soutenant comme un véritable ami, puisque la première qualité de l'amitié, et j'ai trouvé ça à travers un sondage sur 400 personnes environ, la première qualité de l'amitié, c'est un ami, il m'accepte, il m'apprécie tel que je suis. J'ai pas besoin d'être différent pour qu'il m'apprécie, qu'il me prenne en amitié, ce qui ne veut pas dire encore une fois que si je fais une stupidité, une bêtise, une connerie, qu'il ne va pas me le dire, mais il va sans doute critiquer ou me faire remarquer le problème qui va résulter de cet acte qui n'est pas approprié, et sans critiquer la personne que je suis, sans porter de jugement sur moi. Et quand on parvient petit à petit à faire ça sur soi, on est plus ouvert à accepter les autres. Et du coup, ça change de manière assez fondamentale les relations qu'on entretient avec les autres. Et ça met de la qualité dans la possibilité pour une équipe de travailler de manière performante. Parce que c'est important aussi dans une organisation qu'il y ait de la performance, qu'il y ait des résultats. Oui, parce que les critiques, ça aide quand même à avancer. D'ailleurs, il y a un adage populaire qui dit « qui aime bien châtie bien ». Alors, est-ce qu'il faut arrêter de châtier ? Je pense qu'il faut arrêter de châtier. Je pense que châtier n'apporte rien. Ça part déjà dans l'enfance. On sait aujourd'hui que la fessée, le châtiment que les parents avaient à l'égard des enfants, est contre-productive. On sait que la colère est contre-productive. Un enfant contre lequel un parent se fâche ferme les écoutilles, n'entend plus rien. Dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Si vous commencez à affirmer avec colère des ressentiments à mon égard, je vais tout de suite me mettre en position de défense, voire d'attaque. Bon, alors je vais partir.
ça ne va pas créer les conditions pour que notre relation soit épanouissante au niveau du boulot. Donc voilà, je crois que qui aime bien châtie bien, c'est faux. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut tout accepter, mais il y a des manières de dire les choses, et quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est important de pouvoir exprimer ce qui ne va pas en restant bien associé aux faits, ce que la personne a fait, les conséquences que ça a pu avoir, l'effet de ces conséquences, peut-être pour l'organisation ou pour la personne qui a quelque chose à en redire, et exprimer des demandes et proposer de transformer les choses et puis de voir ce que nous-mêmes on peut faire pour que les choses aillent mieux. Alors vous avez parlé de performance, pourtant j'ai cru comprendre en vous lisant que l'importance que prend la critique et l'autocritique, ça s'expliquerait aussi par la culture qu'on a de la performance, de la compétition. Moi, je ferais déjà une distinction entre la compétition et la performance. Et c'est vrai qu'une organisation, elle a besoin de performance pour continuer à exister. Ça ne veut pas dire la performance absolue. Et la performance, il faut aussi voir ce qu'on entend par performance et comment on la mesure. En gros, la performance provient de l'association de deux éléments complémentaires qui sont l'efficience et l'efficacité. Dans la plupart des organisations, c'est l'efficacité qui prime, et l'efficacité elle est mesurée de manière financière, c'est-à-dire dans quelle mesure on parvient à produire de l'argent. C'est comme si vous mesuriez votre capacité à avancer sur la route uniquement à la vitesse. C'est intéressant de le savoir, mais si vous allez très vite dans une mauvaise direction, c'est intéressant de le savoir aussi. D'où l'importance de l'efficience, qui est la capacité à choisir les moyens les plus appropriés pour savoir où on veut aller. Et donc, je choisis quel est le meilleur moyen pour y aller, et puis je vais optimiser ce moyen, ça c'est l'efficacité qui se met en ligne de l'efficience. Et donc la performance en soi n'est pas un problème, au contraire. Une quête de performance, elle peut même nous stimuler. J'entends souvent parler du fait que le stress serait mauvais. Le stress n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est le regard qu'on porte sur le stress. Il y a des études qui nous montrent que des gens qui vivent avec du sens une vie dans laquelle il y a du stress, même une bonne dose de stress, sont plus heureux et vivent plus longtemps que les gens qui vivent sans stress. Donc il faut arrêter de dire que le stress est mauvais. Et la performance, elle peut amener chacun à révéler le meilleur de lui-même. Un artiste, un violoniste de concert, il joue mieux dans une salle que dans ses répétitions. Un joueur de tennis, il joue mieux en tournoi qu'à l'entraînement, la plupart du temps. Parce qu'il y a un enjeu. Cet enjeu semble à la portée. Alors, ça c'est pas dans Mon meilleur ami, mais dans un autre livre que j'ai écrit avec Daniel Kerrigan, qui est un chercheur en neurosciences et en psychologie, ça s'appelle « Oser, ça change tout ». On montre bien que la performance, ou la quête de performance, elle peut nous faire du bien. Mais l'important aussi, c'est de ne pas souffrir de la contre-performance et de pouvoir assumer la contre-performance et puis de rentrer dans des états d'esprit qui vont faire en sorte qu'on s'en revient. Donc je pense qu'il n'y a pas une contre-indication entre performance et bienveillance. Compétition, oui, parce que la compétition, on ne regarde pas ce qu'on veut apporter au monde, on regarde comment font les autres. Et ça, donc on regarde aussi beaucoup les résultats. Et ça, honnêtement, c'est pas très sain, durablement. Ce sont des motivations qui sont fragiles. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention. Mais pour revenir à la performance, on sait aujourd'hui qu'un des premiers, si pas le premier levier de performance durable d'une équipe, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. C'est la fameuse étude Aristote de Google. Ils ont regardé l'ensemble des critères qui font qu'une équipe soit performante. Est-ce que c'est la qualité du management? Est-ce que c'est la qualité des équipiers? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est la
Le premier critère qui contribue à cette performance durable des équipes, c'est la sécurité psychologique, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que les personnes estiment avoir le droit de dire qu'elles ne savent pas. Est-ce qu'elles se sentent acceptées quand elles se trompent? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on fait des erreurs? Et la qualité qui permet à cette sécurité psychologique d'exister, c'est la bienveillance. C'est parce que je suis bienveillant avec moi et bienveillant avec les autres que je peux accepter qu'ils disent un truc qui n'est peut-être pas juste, ils peuvent se tromper, mais la bienveillance est veiller à ce que ça aille bien. Donc c'est aussi s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équipe, on le dit. Donc il y a plus d'authenticité, il y a plus de réalisme quand on a cette sécurité psychologique. Et c'est pour ça aussi qu'elle me tient tellement à cœur. Alors si on est bienveillant avec soi-même, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans le nombrilisme, voilà, le narcisse qui se contemple, voilà, comme les gens aujourd'hui passent leur temps à faire des selfies, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'une personne fait un selfie? C'est parce qu'elle a besoin de reconnaissance extérieure. Je fais un selfie, vous voulez qu'on fasse vite un petit selfie? Je fais un selfie parce que j'ai envie que sur Facebook, il y a des gens qui likent mon selfie, alors ça me fait du bien. C'est une quête de reconnaissance extérieure qui, en général, montre une faiblesse de reconnaissance et d'auto-reconnaissance intérieure. C'est parce que je ne m'apprécie pas tel que je suis que j'ai besoin de me montrer beau ou d'essayer de me montrer beau sur des réseaux sociaux. Comme ça me soulage un petit peu. Donc, il y a une différence assez fondamentale entre ce nombrilisme, ce narcissisme et une réelle amitié avec soi-même. Quand je suis vraiment ami avec moi-même, je n'ai pas besoin de me montrer. Je peux me montrer, c'est pas un problème pour moi de me montrer, de m'exprimer, mais je le fais parce que j'ai des choses à dire, pas pour essayer d'être reconnu. C'est peut-être le contraire. Fabrice Midal explique très bien ça dans son dernier bouquin. Je ne sais plus, c'est Foutez-vous la paix ou Sauvez votre peau, enfin je ne sais pas, il a toujours des titres un peu... devenez narcissique, mais il explique que le narcissique tel que lui l'entend, c'est justement d'entrer en union avec soi-même, ce qui permet d'être vraiment bien avec les autres, encore une fois. Alors on commence à le comprendre, vous prenez l'auto-amitié avec soi-même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, on a bien compris, c'est pas de l'autocomplaisance, mais encore. Mais pour répondre à cette question, je me la suis posée moi-même en disant, mais ok, je vois à peu près, ce serait intéressant d'être ami avec soi-même, comment on peut faire ça? Et donc, je me suis dit, mais pour savoir comment faire ça, il faudrait que je sache mieux comment fonctionne l'amitié. Et donc, j'ai posé la question à mes amis. Mais au fond, c'est quoi les qualités qui font que les personnes qui sont devenues vos amis, vous les avez choisies? Et mes amis ont répondu, ont transmis à leurs amis, donc il y a 400 personnes qui m'ont répondu. J'avais fait une liste de 26 qualités que j'avais déjà pré-identifiées sur base d'une série de questionnaires existants et reconnus au niveau de la psychologie académique. Et j'ai demandé simplement aux personnes de classer ces qualités. Et la première de ces qualités, c'est un ami, il m'accepte, il m'apprécie tel que je suis. Il y a d'autres qualités comme un ami, il m'écoute sans me juger. Un ami, il aime passer du temps avec moi et vice-versa. Et quand j'avais toutes ces qualités, les 10 principales, je me suis demandé, mais au fond, dans quelle mesure est-ce que je fais ça avec moi-même? Et si je ne le fais pas, et la plupart d'entre nous, on ne le fait pas, ou on le fait très très mal, comment je peux améliorer cette qualité vis-à-vis de moi? Pour vous donner un exemple, un ami, il aime passer du temps avec moi et vice-versa. Et un ami, il est aussi là pour moi quand j'en ai besoin. Imaginez, vous avez une difficulté, vous allez voir un de vos amis, vous l'appelez, il dit tu peux passer, et puis quand vous arrivez, il vous ouvre la porte et puis il est installé devant la télévision et il regarde un match de football ou un film, il ne s'intéresse pas à vous. Et vous lui dites ouais, ça va pas très bien, il faudrait que je puisse te parler, ouais, prends une bière ou bois un verre.
Et puis vous dites, mais ouais, c'est un truc qui vraiment... Et puis il dit, ouais, mais c'est pas grave. Et puis il va sur Facebook, et puis voilà. Passer de la soirée, il n'a pas passé de temps avec vous. Il était là, mais il n'a pas passé de temps avec vous. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on se traite, nous-mêmes. Quand on va pas bien, on prend un petit verre de vin, on s'occupe, on regarde la télé. Alors, parfois, s'occuper et s'occuper de soi en particulier, ça peut faire du bien. Mais souvent, quand on s'occupe, c'est se distraire. Se distraire, c'est se tirer en dehors de soi. C'est pas être avec soi. Et donc, ça nous amène aussi à prendre un petit anxiolytique, un antidépresseur, on ne sait pas bien dormir, voilà. Je pense qu'il est assez fondamental, pour se sentir bien dans sa vie, d'apprendre à passer du temps de qualité avec soi. Parmi les manières de faire, bien sûr, il y a la méditation. La méditation, c'est quoi? Pour simplifier, c'est je prends un instant pour aller voir comment c'est à l'intérieur. Et je suis dans, on va dire, alors pour simplifier, on fait l'expérience de la vie globalement à travers 2 réseaux neuronaux. Il y a le réseau par défaut, que certains appellent aussi le réseau narratif. C'est le réseau plus de la pensée, et donc je suis là, je suis au bord de l'eau, je vis une expérience avec la mer qui fait un joli bruit et le sable, le soleil se couche, j'ai de la chaleur sur ma peau, mais moi je suis en train de penser, ah oui, demain on quitte, c'est la fin des vacances, il faut que je fasse les valises, quel itinéraire je vais prendre, il y aura sûrement des embouteillages, d'ailleurs il faut que je regarde mes mails, je ne suis pas vraiment là, je suis dans mon réseau. Par défaut, je lis la pensée qui me permet aussi de penser à moi, de penser à mes relations. Donc il a beaucoup d'utilité dans la vie. Mais il y a un autre réseau qui est ce qu'on appelle le réseau d'expérience directe, qui est celui dans lequel on est quand on est en contact avec nos sensations physiques. Et donc, c'est dans la même situation, eh bien oui, je sens la chaleur et l'impact du soleil sur ma peau. Je sens cette petite brise qui touche ma peau. J'entends la mer, les enfants qui jouent. Je suis vraiment là à ce moment-là. Et à ce moment-là, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, je suis là et je suis là avec moi. Et il y a plein de manières de faire ça. On n'a pas besoin de méditer sur un tabouret, on peut simplement être présent, on peut marcher dans la forêt, je donne pas mal d'exemples là-dessus. Mais quand on fait ça, on peut aussi prendre conscience de son état intérieur. Et moi, je connais tellement de gens, je suis coach, donc je reçois pas mal de gens, même des ateliers, à quel point les gens ne savent pas comment ils vont. Vous leur demandez comment, vous allez comment? Ils disent ça va. Ça, c'est le pire des mots, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça va? Oh, non, ça va. Mais vous êtes sûr que, oui, on fait un bon. Prenez un petit instant, regardez un peu. Oui, j'ai un peu des crampes là, et c'est un peu dur là. Et puis, je sens quand même beaucoup de tristesse en moi pour l'instant. Et à ce moment-là, les gens commencent à parler. Et à ce moment-là, les personnes peuvent se connecter à leurs émotions qui sont l'expression de leurs besoins, de besoins qui sont non satisfaits. Et quand je commence à voir quels sont mes besoins non satisfaits, à ce moment-là, je peux commencer à prendre soin de moi. Si je ne le fais pas, mes besoins non satisfaits continuent à me faire souffrir. Et puis, je rencontre quelqu'un dans le travail, je ne suis pas très bien, et cette personne me fait une remarque, et je vais monter dans les tours. Ou alors je vais juste me renfermer un petit peu plus, pas d'énergie pour travailler, pas d'envie de donner le meilleur de moi par rapport à la situation. Si il y a un truc qui ne va pas, je vais accuser l'autre. Ça vaut la peine qu'on en reparle aussi, parce que c'est assez déterminant. Et donc c'est à cause des autres que ça ne marche pas. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de travailler sur la circulation des bonnes pratiques dans les grandes multinationales. Donc je travaillais pour des entreprises du CAC 40 et équivalentes. Au niveau mondial, comment on fait pour identifier des choses intéressantes qui sont faites à droite et à gauche? Et le premier constat qu'on avait fait en travaillant avec les clients, c'est à quel point dans les filiales, les gens faisaient des choses sans en parler aux autres. Et donc, on voyait dans plusieurs pays le même type de projet avec les mêmes budgets de recherche et développement qui amenaient à des solutions dont on avait déjà vu dans d'autres pays qu'elles ne marchaient pas. Mais les gens ne le partageaient pas parce qu'ils avaient peur d'être jugés, ils avaient peur qu'on prenne le contrôle sur ce qu'ils faisaient. Voilà. Quand
on fonctionne de cette manière-là, il y a une inefficacité et une inefficience en plus qui se combinent et qui font perdre des montants mais monstrueux. Et tout ça part d'où? Simplement d'une culture qui manque de bienveillance et de managers qui manquent de bienveillance à l'égard des autres parce qu'eux-mêmes se sentent mal. Ils sont dans la culture du selfie, de la reconnaissance par le management de leur qualité de personne, et c'est toute l'équipe, toute la filiale qui en pâtit, tout le groupe qui en pâtit. Alors vous parlez aussi d'autocompassion. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous mettez là-dessous? Alors, d'abord, pour parler d'autocompassion, je crois que c'est important de préciser ce qu'est la compassion. L'autocompassion, c'est la compassion à l'égard de soi. Et donc la compassion, j'aime bien la manière de présenter la compassion de l'université de Stanford. La compassion est composée de 4 éléments, 4 étapes en fait. Et la compassion, c'est veiller à ce que ça aille moins mal, veiller à sortir de la souffrance. Ces 4 étapes sont d'abord prendre conscience du fait qu'il y a de la souffrance quelque part. Je vois quelqu'un, c'est plutôt cognitif, donc voilà, c'est de la pensée, je vois quelqu'un qui souffre, je m'en rends compte. La deuxième partie, c'est prendre conscience de la nature de la souffrance de la personne. Ça se fait notamment grâce à nos neurones miroirs qui nous permettent, quand on voit quelqu'un souffrir, d'avoir une idée de cette nature de la souffrance. Vous voyez quelqu'un qui a la jambe cassée dans la rue suite à un accident de moto. Si vous avez déjà eu la jambe cassée ou vous avez déjà eu une douleur à la jambe, la plupart d'entre nous, on a déjà eu des douleurs aux jambes d'une certaine manière en faisant du sport autrement, on sait que ça fait mal. On a un avant-goût de ça. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est décider de faire quelque chose pour diminuer la souffrance de la personne ou essayer de supprimer la cause de la souffrance de la personne pour faire en sorte que cette personne aille mieux. Et la quatrième étape, c'est de passer à l'action et de faire quelque chose pour que ça aille mieux pour cette personne. Donc la compassion, en gros, il y a ces 4 étapes-là. Et l'autocompassion, c'est donc la compassion envers soi. Si on reprend les 4 étapes, première étape, c'est je prends conscience du fait qu'il y a une douleur ou une souffrance en moi. On a parlé tout à l'heure, et c'est vrai que la plupart des gens ne prennent pas le temps de savoir comment elles vont vraiment. Est-ce qu'il y a une forme de souffrance en moi, oui ou non? Deuxième étape, c'est se rendre compte de la nature de cette souffrance, la ressentir, sans se laisser envahir par la souffrance. Et quand ces 2 parties qui correspondent à peu près à l'empathie ont eu lieu, je peux décider de faire quelque chose. Ça veut dire aussi je prends ma vie en main. J'arrête de dépendre des autres. Même si on est tous d'une certaine manière interdépendants, je peux aussi regarder dans le contexte donné, compte tenu de la nature de ma douleur, je peux décider que j'ai envie que ça aille mieux pour moi. Et par rapport à ça, je vais décider ce que je veux faire, et puis je vais passer à l'action. Ça veut dire que je vais faire des choses concrètes pour que ça aille mieux. Est-ce que j'ai besoin de faire des demandes? Est-ce que j'ai besoin de changer de contexte? Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer? Peut-être que je ne dis pas que ça va mal. Il y a combien de gens qui ne disent pas que ça va mal dans l'organisation? Donc c'est important de le dire et de passer à l'action. Alors une fois qu'on est devenu ou redevenu ami avec soi-même, est-ce que tout est réglé? Pour dire les choses autrement, qu'est-ce qu'on en fait de cette auto-amitié? Merci pour la question. Pour vous répondre, voilà, j'ai un bleu. C'est un bleu de Chine, pour moi c'est un bleu de travail. C'est juste pour dire, c'est jamais fini. C'est jamais fini parce que je dirais qu'on est par défaut branché plutôt pour la critique et l'autocritique. Ça a une raison d'être. C'est-à-dire que l'homo sapiens enfant, si il est rejeté par ses parents ou par la tribu et s'il se retrouve seul dans la nature, il meurt. Il a besoin du collectif. Et comment on fait
pour éviter d'être rejeté, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de critiques. Et donc comment ça se passe? Quand je fais quelque chose qui ne convient pas, que je suis critiqué, je vais internaliser la critique. Et en internalisant cette critique, je vais anticiper le reproche qui pourrait m'être fait en faisant les actions qui sont appropriées. Il y a un côté utile à ça. C'est ce qui nous permet aussi de socialiser. C'est une question de dosage et puis de dérapage. Le dérapage, c'est Martin Seligman, qui est un des pontes de la psychologie positive, qui en parle le mieux. Ce sont des biais cognitifs, et notamment ce qu'il appelle les 3 P. C'est un dérapage de la critique où, quand une de mes actions est critiquée, je vais élargir cette critique depuis l'action à ma personne. J'ai fait une mauvaise présentation d'un rapport à mon board. Donc je suis nul. Voilà. C'est pas la présentation qui était nulle, c'est moi qui suis nul. C'est moi qui suis nul en principe en présentation, mais ça c'est la personnalisation. C'est moi qui suis nul en présentation. Le deuxième P, c'est la perméabilité, c'est-à-dire que je ne suis pas nul en présentation, je suis nul en général. Et le troisième P, c'est la permanence. J'étais nul, je suis nul, je serai toujours nul. Et là, baf, je suis enfermé. J'ai besoin de sortir de ça. Et une des manières de sortir de ça, c'est de changer de perspective et de se parler comme on parle à un ami. Parce que quand un de mes amis y fait une connerie, et mes amis font des conneries, eh bien, je vais lui dire, écoute, t'as fait ta présentation, t'as foiré. Comment tu pourrais faire pour que ça ne foire pas une autre fois? Et puis de toute façon, c'est normal, je crois qu'on a tous foiré des présentations tôt ou tard, ça peut arriver. On a un passage à vide, on se trompe, on sous-estime, on n'a pas assez de temps, on a trop de travail, voilà. Il y a des tas de raisons, c'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre. Qu'est-ce que ça t'apprend et comment tu peux faire pour une prochaine fois ça t'arrive pas. Mais c'est pas toi, c'est pas ta personne. Regarde, tu as déjà fait des présentations qui ont eu plein de succès. Et... Donc, changer de perspective et se traiter comme un vrai ami, ça permet de sortir de cette autocritique. Mais le naturel, en tout cas spontanément, si on n'y fait pas attention, mais ça peut revenir. Et je fais souvent un parallèle entre l'amitié avec soi-même et la méditation, parce que quand on apprend à méditer, qu'est-ce qu'on fait? On cherche par exemple à porter son attention sur sa respiration, sur les sens. C'est-à-dire, voilà, je vais peut-être fermer les yeux, c'est plus facile, et puis je vais essayer de voir en moi qu'est-ce qui se passe physiquement quand je respire. Et c'est d'ailleurs assez merveilleux quand on parvient à bien le faire. Mais en fait, méditer, ce n'est pas être en prise directe avec sa respiration. Méditer, c'est veiller à mettre son attention sur la respiration. Tôt ou tard, des pensées arrivent. Méditer, c'est le plus tôt possible quand les pensées arrivent, les repérer et revenir mettre son attention sur la respiration. Donc, méditer, c'est un aller-retour permanent. Pour moi, l'amitié avec soi-même, c'est la même chose. C'est un aller-retour permanent entre comment je fais d'habitude, qui m'éloigne petit à petit de ça, en prendre conscience, voir comment je peux faire autrement, revenir. Et puis ça va repartir, c'est pas grave. Chaque fois, je reviens. Et l'amitié, c'est pas d'être là. L'amitié, c'est de faire attention, de revenir. C'est très différent. Ça met de la légèreté. C'est jamais fini. Le travail d'une vie, peut-être. Mais c'est très plaisant. Alors, il y a beaucoup, on en a évoqué quelques-unes, il y a beaucoup de méthodes ou d'outils dans votre livre. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre dans la vie professionnelle? Parce que spontanément, voilà, on va dire ah oui, ça c'est pour moi personnellement à la maison, mais au travail, est-ce que c'est facile à faire? Non, ce n'est pas facile à faire. Mais les choses les plus intéressantes dans la vie, en général, ne sont pas faciles à faire. Une manière intéressante de regarder ça, c'est si je vous pose une question, vous ne devez pas me répondre là tout de suite, on fera ça hors caméra, mais
réfléchissez à 10 moments de votre vie qui permettraient d'expliquer à d'autres personnes qui vous êtes. Je pose régulièrement cette question. La plupart du temps, les gens parlent de moments de dépassement. Ils ont fait un truc qui leur faisait un peu peur, un truc un peu difficile, ils ont récolté le fruit d'un long effort. Donc, cultiver une forme raisonnable de difficulté, d'aller au-delà de ces peurs, ça veut dire pas ne plus avoir peur, je continue à avoir peur, mais j'y vais quand même. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. C'est pour ça, je crois que c'est pas facile, mais c'est enthousiasmant, ça donne de l'énergie et c'est contagieux. Il y a pas mal d'études maintenant qui sont sorties qui montrent que, par exemple, la malveillance et la méchanceté sont contagieuses. La bienveillance, elle est contagieuse aussi. Et donc, une manière de faire, c'est de réfléchir seul et en équipe à ce que la bienveillance pourrait apporter à l'organisation. Si je pousse un peu le concept, un peu comme je l'expliquais tout à l'heure pour la fidélité, je dis mais au fond, notre organisation, notre entreprise ou juste notre équipe, notre département, s'il cultive la bienveillance, globalement envers toutes les parties prenantes, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire déjà que ce soit nos clients internes ou externes, on va les traiter avec bienveillance. Ça veut dire aussi qu'on ne va pas les juger, on ne va pas reporter sur les autres la responsabilité de certaines erreurs qui ont pu se passer et dans lesquelles on peut avoir une part de responsabilité. On va assumer notre responsabilité. Donc ça fait du bien. Et si je me rends compte qu'effectivement, cultiver cette bienveillance, ça va faire du bien à mon organisation, par exemple, par rapport à toutes ces nouvelles générations qui arrivent dans le travail et qui ne sont pas prêts, les jeunes, ils ne sont pas prêts à accepter n'importe quoi comme traitement. Ils ont envie qu'on leur propose des jobs qui fassent sens, des jobs dans lesquels ils peuvent apprendre des choses, dans lesquels ils peuvent s'épanouir, dans lesquels ils vont pouvoir apprendre à exceller peut-être dans une matière qui les passionne, avec suffisamment d'autonomie. C'est ça qu'ils veulent. S'il n'y a pas la bienveillance, ils ne vont pas trouver ça, ils vont partir. Donc, les talents, ils ne vont pas trouver. Donc, si je comprends l'enjeu profond de la bienveillance, et Dieu sait il va être de plus en plus grand, eh bien, je comprends aussi pourquoi, si j'ai envie de la cultiver dans mon organisation, j'ai besoin de la cultiver envers moi-même, et pourquoi j'ai besoin de prendre du temps avec moi. Et apprendre à être un bon ami pour soi, ça prend du temps, mais vous savez, Einstein, il passait 2 heures par semaine à réfléchir à sa vie. Il y a plein de gens, Nietzsche, souvent, ils prennent du temps pour faire ça, et ça fait du bien. Une manière de faire qui est très simple, c'est l'écriture de soi, prendre le temps d'écrire. Il y a aussi de nombreuses études qui montrent que des gens qui prennent le temps d'écrire pour eux-mêmes, d'être clairs avec leurs émotions, avec leurs besoins, ils sont nettement plus résilients face à la difficulté, ils sont plus performants face à une forme de compétition raisonnable. Et ils peuvent plus facilement faire face aux échecs, à la critique. Donc, c'est pas facile, c'est enthousiasmant, ça fait du bien à soi, autour de soi. Et je pense que c'est indispensable. On ne changera pas la manière de fonctionner de notre monde si chacun de nous ne fait pas cet effort-là. Mais, de nouveau, ce qui est génial, c'est qu'on est les premiers bénéficiaires. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Pierre Portevin, je vous remercie. Je vous rappelle l'ouvrage « Mon meilleur ami, c'est moi ». Éloge des modes d'emploi de l'amitié avec soi-même aux éditions Erol. Un ouvrage donc, que je vous recommande pour redevenir ami avec vous-même, pour être bienveillant envers vous-même et donc, du coup, rendre les autres et votre entourage bienveillants. Merci beaucoup. Merci Patrick.